3, 2, 1. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale de l'économie. Nous allons parler aujourd'hui de dynamique collective avec Bruno Robali qui est à mes côtés. Nous recevrons dans quelques minutes Dominique Maucly, c'est le président, directeur général de Terega. Puis nous irons au cœur de l'alliance Ovid Basco-Bernaise avec un reportage en immersion avant de recevoir ici en plateau les entreprises Novéal et Vertex qui ont appris encore davantage à travailler ensemble durant le confinement. La dynamique collective, c'est une valeur sûre, dit-on, en matière économique. Qu'est-ce que cela inspire à Éric Normand? C'est la question que nous allons lui poser. Bonjour mon cher Éric. Oui, bonjour Eric. C'est quoi pour vous en matière économique la dynamique collective? Eh bien, écoutez, la dynamique collective, pour vous en parler, je vais évoquer un adage que tout le monde connaît, c'est l'union fait la force. En économie, c'est également vrai. Il vaut mieux parfois s'allier et se grouper avec son voisin, voire son concurrent, pour se développer qu'essayer de tracer sa route seul dans son coin. D'ailleurs, l'histoire économique est remplie de ces alliances qui se sont formées pour se développer sur un marché, investir dans des équipements, former ou recruter. On les appelle au choix coopératives, associations de commerçants, fédérations, groupements d'employeurs, cartels, voire même, ça fait plus sérieux, joint venture. Oui, il y avait même cluster en matière économique, mais c'est bizarre, on emploie beaucoup moins ce titre-là aujourd'hui. Oui, et le mot cartel n'est évidemment pas toujours très approprié. Tout à fait, vous avez raison de le dire. Voilà, donc la dynamique collective, dont va nous parler dans quelques minutes la société Terega, quelle que soit la forme juridique prise, c'est donc la capacité qu'ont les responsables d'entreprise ou de toute autre entité économique à s'associer pour faire progresser leur activité. Alors, dans un pays de rugby comme le Béarn, jouer groupé fait même partie de la culture locale. Le territoire fourmille en effet de clubs, associations, ententes de toutes sortes. Et cela ne concerne pas que les petites entités, mais aussi les grosses structures. Alors, je vous rappelle que le dernier lauréat de la dynamique collective des étoiles, c'était la société Sobeji en 2018. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une filiale de Total qui travaille entre autres à la reconversion du bassin de lac. Alors voilà, au vu du millésime économique qui vient de s'écouler, on était pourtant en droit de se demander si les nombreuses dynamiques collectives à l'œuvre en Béarn n'avaient pas été éteintes, notamment à la faveur des différentes périodes de confinement. Alors on a regardé et on est rassuré, cela n'a pas été le cas. On a quand même vu pas mal d'initiatives surgir et diverses ententes se nouer pour répondre aux nouvelles demandes. Des collaborations qui avaient pour but de servir les besoins ponctuels du moment. Alors ça a été par exemple la confection de masques, la production de gel, la mise en place de circuits courts. Donc la période s'est révélée finalement propice aux nouvelles collaborations, comme vont en témoigner les entreprises que nous allons recevoir. Merci beaucoup Éric Normand. Dynamique collective, il y aura également un trophée qui sera remis lors de la soirée des étoiles de l'économie qui sera organisée, je vous le rappelle, au Palais Beaumont. Vous l'avez vu s'afficher tout à l'heure, le 26 janvier prochain. Vous la suivrez en direct à partir de 18h sur le www.larepubliquedespyrénées.fr. Qu'est-ce que les dynamiques collectives inspirent à Dominique Maucly, le PDG de Terega? C'est la question que nous allons lui poser dans quelques secondes. Le grand témoin de cette matinée, c'est Dominique Maucly, le président directeur général de Terega, qui est en liaison avec nous et que nous saluons. Bonjour Dominique Maucly. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de dynamique collective, mais avant d'aborder ce sujet, ma première question est toute simple. De quelle façon s'est passée l'année 2020 pour Terega? Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir personnel, humain, mais aussi évidemment en matière de résultats pour l'entreprise que vous dirigez? Quand je repense à l'année 2020,
pour moi, le moment le plus important, c'est le moment où on a décidé de tous se confiner et où très rapidement, en fait, il a fallu mettre en place les dispositifs qui fassent continuer de travailler l'entreprise et de la mettre dans une configuration. J'ai un petit peu, enfin, je dis d'autarcie, mais c'est pas vraiment ça le mot. C'est un petit peu comme si vous étiez en immersion périscopique. Vous savez, moi, je suis un ancien sous-marinier, donc c'est l'image qui me vient spontanément. C'est on vous dit, bah, il faut y aller, mais maintenant, il faut être sous l'eau. Et donc, vous continuez d'opérer, de faire fonctionner tout ça, mais vous le faites dans une situation, une configuration qui est la configuration un petit peu de guerre. Il faut que ça marche et que ça tourne. Voilà, ça c'est la première image qui me vient à l'esprit. Puis ensuite, ce que j'ai constaté, en tout cas pour l'entreprise, c'est une mobilisation extraordinaire parce que c'est comme pour un sous-marin, là aussi, hein, il faut que ça continue de marcher, y compris dans une situation difficile, et ça a parfaitement marché. Donc, j'en profite au passage pour remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui ont pu, et grâce auxquels on a pu faire fonctionner tout ça, à la fois grâce au travail qu'on fait tous les jours, qui nous a permis d'être préparés, et en même temps grâce à leur dévouement dans des situations qui sont parfois un petit peu extraordinaires. Oui, bonjour Monsieur Maucly, Bruno Robaly de La République. Oui, justement, est-ce qu'il y a des enseignements de cette période de crise que vous allez ensuite pérenniser? Je pense notamment au télétravail par exemple ou d'autres types d'organisations. Oui, alors, bien évidemment, hein, on ne passe pas au travers d'une expérience comme celle-là sans en tirer et essayer d'en tirer l'essentiel. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord, à la sortie du premier confinement, de retirer un retour d'expérience sur ce qui s'était bien passé et ce qui ne s'était pas bien passé. Et donc, on a fait à notre niveau ce que je pense l'économie française va faire de façon un petit peu générale dans les semaines et dans les mois qui viennent, qui a été de se redire, mais finalement, sur quel point on était un petit peu faible au moment où on est rentré en confinement et comment améliorer cette situation. Donc, on a tiré ces enseignements en juillet et grand bien nous en a pris puisque ensuite, à nouveau, on a été obligé de se reconfiner partiellement, même si l'économie fonctionnait mieux. Mais en matière de compétences, sur un certain nombre de sujets, on était un petit peu limite. Donc, on est allé rechercher des spécialistes sur certains domaines pour les mettre à disposition si on en avait eu besoin sur des tâches qui sont des tâches qu'ils avaient déjà faites par le passé. Donc, entretenir des viviers dans un certain nombre de domaines de façon à faire fonctionner l'entreprise dans une configuration un petit peu plus autonome, voilà un sujet sur lequel on va continuer de travailler. Ensuite, le télétravail, oui, le télétravail, c'est une des solutions que l'on va intégrer maintenant dans les modes de fonctionnement de l'entreprise de façon plus durable, et on va le faire dans un dialogue qui est un dialogue avec nos partenaires sociaux, bien évidemment, mais du coup, on va profiter de l'année 2021 pour redéfinir le mode de travail de l'entreprise en intégrant le télétravail pour à la fois bien bénéficier des intérêts de ce mode de fonctionnement, mais en même temps en limiter certains des aspects, parce que quand on se plonge dans le télétravail rapidement, on se rend compte qu'on ne sait pas exactement comment bien fonctionner, on a tendance à surcharger un certain nombre d'horaires, on perd un certain nombre de repères. Donc tout ça, maintenant, c'est rodé, ça fonctionne bien, mais il faut le pérenniser. Dominique Maucly, votre entreprise Terega est un partenaire fidèle des étoiles de l'économie et vous êtes le parrain de la catégorie dynamique collective. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça reflète l'identité de Terega? Oui, alors nous, en fait, vous savez, on est une entreprise de réseau. Terega, c'est en fait un opérateur de réseau, c'est un connecteur. C'est-à-dire que l'entreprise, elle connecte des fournisseurs d'énergie avec un certain nombre d'entreprises qui l'utilisent, cette énergie, soit pour se chauffer, soit pour leurs process industriels, etc. Donc, on n'existe pas sans le collectif. Nous, on est au cœur du fonctionnement d'une économie qui est une économie dans laquelle on met en relation les uns les autres. Donc, tout naturellement, en fait, les dynamiques collectives sont au cœur de nos préoccupations, comme le sont d'ailleurs les préoccupations relatives à la transition énergétique et à la préservation de l'environnement. Mais la dynamique collective est une raison d'être de l'entreprise. Sans dynamique collective, il n'y a pas d'entreprise. Deuxième... oui ? Non, pardon, continuez. Non, la deuxième raison, c'est que on sait que la dynamique collective est un vecteur de développement et un vecteur de pérennité. On ne vit pas tout seul dans un coin, on vit tous ensemble. Et cet écosystème que nous avons construit depuis des années, tous ensemble, eh bien, c'est aussi ça le gage de la pérennité de l'écosystème dans lequel on est. Et pour moi, c'est fondamental. Donc, les dynamiques collectives sont fondamentales
à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le développement de l'écosystème dans lequel on est. Donc c'est un point particulier qui nous tient à cœur. Et cette dynamique collective, vous l'avez sentie cette année, dans cette période de l'année dernière plutôt, cette période de crise sanitaire. Est-ce que ça n'a pas mis en péril les dynamiques collectives, justement? Non, je pense que ça a resserré les liens. C'est-à-dire que dans un fonctionnement qui est un fonctionnement normal, en fait, vous êtes assez régulièrement sur des routines. Et il y a tout un tas de questions que vous ne vous reposez pas. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme l'électricité ou le gaz, il arrive, vous ne vous posez pas de questions, et voilà, ça c'est quand ça marche. Et puis quand tout à coup, il y a un événement extérieur qui se présente, alors là, tout à coup, vous vous dites, bon, comment est-ce qu'on reconstruit tout ça ensemble? Et on a vu émerger des dynamiques collectives complètement nouvelles. Et quand je dis nouvelles, c'est juste que c'est les mêmes acteurs, sauf que les acteurs ont regardé le monde qu'ils avaient en face d'eux à l'aube des problématiques qu'ils avaient à rencontrer. Et puis, il y a une solidarité qui s'est construite et toutes les dynamiques ou les initiatives qu'on a mis en particulier en exergue dans le petit bouquin qui a été publié par le fonds de dotation de Terrega, Ligne essentielle, c'était aussi pour mettre en lumière ces dynamiques qui sont les dynamiques qui se sont créées pour le bien de la collectivité. C'est une fois de plus, chacun n'a pas essayé bien sûr, chacun a essayé de résoudre un petit peu les problèmes auxquels il était confronté, mais il s'est toujours posé ces questions, et c'est la grande leçon que je retiens de cette année 2020. Il s'est toujours posé la question de comment cette dynamique individuelle se met au service de la collectivité. Donc l'année 2020, c'est une année particulièrement riche pour nos collectivités. Je pense qu'on en tirera des leçons dans les années qui viennent. On se regardera différemment. On a chacun fait ce qu'on a pu, et avec notre créativité, notre imagination au service de tous. Dominique Maucly, dernière question. Il vous semble que le Béarn a des atouts à faire valoir en matière de dynamique collective, ou est-ce que vous diriez que ce territoire peut mieux faire en matière de dynamique collective? Non, je crois que le Béarn a un vrai atout dans le domaine de la dynamique collective. C'est un vrai territoire avec des gens qui ont leurs habitudes de travailler ensemble. J'ai l'habitude de dire que son petit défaut, c'est de ne pas être suffisamment ouvert vis-à-vis de l'extérieur, mais peu importe, je veux dire, tous ensemble, on a aussi nos ramifications vis-à-vis de l'extérieur et on a l'habitude de les ramener vers le territoire, et ça, c'est tout à fait important. Donc, il y a là un vrai atout sur lequel il faut s'appuyer et qui va faire partie de la dynamique de demain. La dynamique de demain, elle sera à cheval entre ce qui se passe localement et ce qui se passe globalement. Ça fait des années qu'on en parle, mais la crise qu'on vient de rencontrer et puis les aspirations de la société en général vont nous ramener encore plus maintenant vers ces dynamiques à la fois locales et globales. Et là-dessus, le Béarn a de vrais atouts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique Maucly. Rendez-vous le 26 janvier, cette fois-ci au Palais Beaumont, en mode présentiel ou distanciel. Et quoi qu'il en soit, avec l'ensemble des entrepreneurs de ce territoire qui nous suivront sur le www.larepubliquedespyrénées.fr. Nous allons maintenant donner un exemple d'ailleurs de dynamique collective, Bruno Robali, qui fonctionne parce que le collectif, il se met en place dans de très nombreux domaines et je dirais face à de très nombreuses situations. Vous êtes allé rencontrer, je crois, des producteurs, des agriculteurs qui ont su se mobiliser ensemble pour arriver à trouver une solution en aval permettant de valoriser leur production. Il s'agit d'agneau de lait. Vous êtes tombé amoureux de l'agneau de lait? Oui, mais on est allé. Vous avez votre doudou? Non, mais on est allé, comme on va le voir, on est allé chez Stéphane Chetrit, qui est président de l'Alliance ovine basco-béarnaise, et qui va nous expliquer comment ils ont mis en place très rapidement, quand la crise est arrivée, comment ils ont mis en place un drive avec un site internet et tout, et comment il y a 3 associations d'éleveurs qui s'est mobilisées pour répondre à la crise et proposer des agneaux de lait en pleine crise. Et ça a bien marché. Comment ont-ils fait? La réponse à l'image. Dans la filière en brebis laitière notamment, on s'est retrouvé aux portes de Pâques avec une situation sans précédent.
où d'habitude on est plus les deux pieds sur le frein pour oublier des commandes parce qu'on n'en aura jamais assez pour tout le monde, et là avec un carnet de commandes à zéro, donc une situation complètement contradictoire par rapport à ce qu'on vit les autres années. Il a fallu être inventif et réactif et rapide surtout. La seule alternative qui a émergé de notre réunion a été de s'adresser au consommateur local et de jouer la solidarité du commerce local et de proposer nos agneaux aux Basques et Béarnais qui habitaient à côté de chez nous. La formule du drive a vu le jour donc, suite à une réunion téléphonique du 17 mars. Et donc, devant la situation qui était sans précédent, on s'est dit le seul moyen c'est de jouer la solidarité avec les Basques, les Béarnais, avec nos voisins, nos familles, nos amis. Et c'est en ce sens qu'on a créé d'abord une chaîne de SMS et une chaîne de messages, d'emails, pour créer ce drive qui a vu le jour juste avant Pâques. Sacré challenge d'arriver à mettre au point un site où on n'a plus qu'à cliquer, à payer avec sa carte bleue et réserver son agneau. Ça a été 15 jours non-stop avec les oreillettes, différents groupes WhatsApp en fait, pour arriver à coordonner tout ça. Et merci à tous ceux qui ont œuvré aussi, parce qu'on y est arrivé avec beaucoup de transpiration, mais au final ça a fonctionné sur les réseaux sociaux. Un grand merci aux médias locaux aussi qui nous ont favorablement aidés, et ça a joué énormément, les réseaux sociaux. Et puis merci aussi aux consommateurs, aux Basques et aux Béarnais qui ont joué le jeu et qui ont à ce moment-là en plus redécouvert notre produit un peu en désuétude, un peu démodé, un peu délaissé depuis quelques années. Et puis parfois il faut aussi ce genre de situation pour dire tiens, on a ça sous la main, on a ça à nos portes, et en plus c'est du vrai consommé local. C'est de la vraie qualité, c'est une IGP. Aujourd'hui, on dépasse largement les 1000 agneaux vendus par notre drive. Alors certes, à l'échelle des trois coopératives, alors que je cite à Chouria, Causo et à OBB, qui sont unis autour de l'agneau de lait des Pyrénées dans le drive, certes, 1000 agneaux, c'est pas énorme par rapport au volume qu'on pratique sur une année, mais à l'instant T, sur la période de Pâques l'année dernière, ça nous a permis de collecter les agneaux et de ne pas se retrouver à laisser les agneaux en bergerie, qui était notre vocation première, à permettre aux éleveurs de tirer du lait normalement. Parce que nous, pour tirer du lait et faire du fromage, qu'on connaît bien au Sovirati, il nous faut d'abord retirer les agneaux de leur mère. Depuis novembre 2020, notre site est réouvert, on a déjà refait des livraisons. Et puis on peut nous souhaiter pour 2021 que notre produit devienne à la mode et que tout le monde se l'arrache. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme vœu. C'est dans des moments comme ça qu'on mesure aussi ce qu'on a sur un territoire et ce qu'on vaut sur un territoire. Et la capacité de réaction et la chaîne et le relais qu'il y a eu montrent que Pyrénées-Atlantiques, on est quand même des gens qui en ont un peu dans le ventre, et ça c'est rassurant aussi pour l'avenir. L'invité au pluriel, les invités, puisque nous allons recevoir, mon cher Bruno, deux entreprises. Alors, ces deux entreprises et deux chefs d'entreprise qui se connaissent bien, qui se connaissent encore mieux, j'ai envie de dire, puisque lors du premier confinement, au mois de mars, ils ont réagi ensemble de la façon dont ils vont nous rappeler dans quelques petites minutes. Bruno Cabour est le directeur de Novéal à Mourinx. Pierre Moreau est le directeur de Bioénergie du Sud-Ouest Vertex. L'un est présent en studio, c'est votre cas Pierre Moreau, l'autre est à Mourinx. Bruno Cabour, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et bienvenue Pierre Moreau, ici même. On le disait, vous vous connaissez bien, vous êtes d'ailleurs au sein d'une même association, LAC+, dont vous assurez la présidence tournante, Pierre Moreau, en ce moment, puisque cette structure dont on parlera tout à l'heure a la particularité d'être un trait d'union entre les grands donneurs d'ordre et les patrons de TPE, PME qui sont autour du bassin de lac, et qu'il y a une présidence tournante, régulière entre les uns et les autres. Mais ce qui vous réunit aujourd'hui, Bruno, c'est une autre forme de collaboration originale. Oui, c'est une des belles histoires, du premier confinement. Et justement, la première question, c'est Pierre Moreau, racontez-nous cette histoire, cette belle histoire entre Novéal et Vertex, qui a permis de produire en Béarn de la solution hydroalcoolique au moment où on en manquait. Et ça permet de présenter vos boîtes à l'un et à l'autre pour bien comprendre ce que vous faites dans la vie, parce que normalement, vous ne faites pas du gel hydroalcoolique en flacon, ou à la base, vous ne vous attendiez pas à faire ça. Voilà, c'est Bioénergie du Sud-Ouest, à la base, c'est le bioéthanol. Tout à fait, c'est le bioéthanol pour la carburation. Donc Bioénergie Sud-Ouest est sur lac depuis un peu moins d'une quinzaine d'années. Donc en effet, nous produisons à partir du maïs local.
donc du bioéthanol qui sera utilisé dans l'incorporation dans l'essence, des drèches de maïs qui en fait on concentre les protéines du maïs et qui vont retourner dans l'alimentation animale, et du dioxyde de carbone. Pendant le début de la crise sanitaire et la mise en place du confinement, nous devions d'une part continuer à produire pour pouvoir alimenter les coopératives agricoles en aliments pour leurs animaux et donc permettre la continuité de la chaîne alimentaire. Mais par contre, qui dit confinement dit arrêt de la circulation des véhicules et qui dit stock d'éthanol sur le site. Que faire de ce bioéthanol? Que faire de ce bioéthanol, sachant que dans le même temps, la crise sanitaire a provoqué une pénurie en alcool. Et donc, on s'en souvient tous. Aujourd'hui, le gel hydroalcoolique fait partie de notre super quotidien. Mais à cette époque-là, on en est à se dire où est-ce qu'on peut en trouver. Et Bruno Cabourg, pour faire le complément, vous, votre cœur de métier, rappelez-le nous et rappelez-nous un petit peu ce que fait Novéal sur la plateforme qui est le pôle économique numéro 2. C'est la plateforme Induslac côté porte d'Abydos, je crois. Oui, tout à fait. Donc, Novéal, c'est un site de production qui appartient au groupe L'Oréal. Et nous sommes, je dirais, la seule usine du groupe à fournir des ingrédients pour la beauté. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et effectivement, dans cette période de premier confinement, je dirais à l'instar des autres usines du groupe, on a commencé à réfléchir pour produire de la lotion hydroalcoolique. Nos outils ne sont pas forcément, je dirais, adaptés ou designés pour faire ce type de produit. Donc, on a regardé et la formule de l'OMS était plus adaptée à notre outil de production. Et donc, on est parti dans cette aventure-là. Et comme le rappelait très justement Pierre, à ce moment-là, pénurie d'alcool. Et donc, j'étais en contact avec les achats du groupe pour faire venir par citerne de l'alcool quand Pierre a toqué à ma porte en disant moi, je vous propose de faire un don d'alcool. Oui, alors, justement, oui. Pierre, alors quand Bruno a toqué à votre porte, que s'est-il passé? C'est plutôt nous qui avons toqué. C'est l'inverse. C'est Pierre qui est allé toquer à la porte de Bruno. Oui, donc il faut savoir que pendant que Bruno, de son côté, essayait de qualifier la formulation pour fabriquer des solutions hydroalcooliques, nous, on devait déjà qualifier le bioéthanol, puisque le bioéthanol était fait pour utiliser dans les biocarburants. Donc il a fallu voir avec les douanes et avec les directions ministérielles pour déjà autoriser notre éthanol pour qu'il soit utilisé pour les solutions hydroalcooliques. Une fois cela réalisé, nous, on est encore pire que Bruno. On charge des camions et des trains. et on n'a pas l'habitude de faire des formulations. Donc, on s'est dit, oui, il faut qu'on trouve un partenaire pour pouvoir utiliser cet éthanol pour le formuler et pouvoir faire les solutions hydroalcooliques. Et là, j'ai un de mes employés, Jérémy Darmanin, pour le citer, qui est venu me voir et il me dit, mais écoute, à Mourinx, Novéal, je suis sûr qu'ils sont capables de faire cela. Donc c'est lui en fait qui a pris le premier contact directement avec l'assistante de Bruno. Ça force quand même la réflexion que des structures comme Lac+, mais comme toutes ces structures qui permettent à des entreprises qui sont finalement géographiquement pas du tout éloignées de mieux se connaître, ont tout leur intérêt. Tout à fait. Souvent on ignore presque ce que fait le voisin, y compris lorsqu'on le rencontre dans des conseils d'administration, dans des réunions, dans des assemblées, lorsqu'on les voit dans des remises de trophées, puisque les uns les autres, vous connaissez bien notre format des étoiles de l'économie, et on peut toujours découvrir avec qui collaborer près de chez soi. Fait. Complètement. C'est une particularité qui est assez forte sur le bassin de Lac. On a quand même l'habitude de travailler ensemble sur des sujets et de mettre en avant des actions collectives. Donc, suite à cette rencontre, en effet, après, on a pris contact avec Bruno pour voir comment on pouvait faire un don de 22 000 litres d'éthanol pour qu'il puisse ensuite formuler et créer les lotions de. Alors Bruno, comment ça s'est passé ensuite alors? Après, très simplement, comme le disait Pierre, mon assistante est passée, elle me dit voilà, Vertex propose de faire un don, est-ce qu'on y va? Donc le groupe, après vérification qu'on était bien dans les spécifications, que l'alcool répondait à notre besoin, ça s'est fait tout naturellement.
On a adapté notre outil pour pouvoir produire cette lotion et ensuite on a produit au total 33 tonnes de lotion hydroalcoolique en bidon de 5 litres, parce que ça c'était notre mini. C'est bien parce que l'un parle en litres et l'autre parle en tonnes, donc c'est parfait. Pour ceux qui sont les amoureux de la conversion mathématique et qui veulent réviser le passeport CE2, vous avez à peu près un très bon exercice. Vous avez livré aux hôpitaux, aux EHPAD du Béarn, de la Soule. Vous avez délivré ça également via l'Agence régionale de la santé à d'autres professionnels, hein, je crois, aux pompiers, aux infirmières libérales, aux cabinets médicaux, à des associations qui ont continué également de fonctionner hein, pendant la période du Covid et qui ne trouvaient plus de gel, il faut le préciser. Mais comment s'est fait le choix en fait? Comment est-ce que vous avez produit? Parce qu'on a bien compris la démarche, mais finalement, comment est-ce que vous avez réussi à distribuer, Bruno ou Pierre d'ailleurs? Bon, Bruno, je te laisse commencer. Oui, je en fait, on était en contact avec l'ARS. D'accord, c'est via l'ARS. Et ensuite, c'est à travers l'ARS et puis les différents contacts que l'on avait. Mais c'était plutôt l'ARS qui nous pilotait, plutôt en leitmotiv d'approvisionner d'abord les personnes qui étaient le personnel soignant qui était en première ligne. Donc on était en contact avec les hôpitaux et puis après tous ceux. Mais c'est vraiment l'ARS qui nous a piloté au départ. Pierre. Et ensuite, comme on avait encore un peu de rab, on a pu aussi le distribuer. Alors là, c'est plus de mon côté via mes employés en fait, qui ont dit voilà, dans mon village où je vis, il y a une telle association qui est en pénurie ou une infirmière qui est en pénurie. Est-ce qu'on peut les aider? Et bien entendu, on a mis en place la chaîne pour pouvoir également les aider. Alors, je sais bien que du côté de chez Bruno, on se pose souvent la question, est-ce que vous le valez bien? Vous allez me dire qu'elle est facile, mais très concrètement, ce don-là, il vaut combien? Ce que vous avez réussi à produire, vous avez réussi à le quantifier. Alors, les uns en kilos, les autres en litres, mais financièrement, vous avez réussi à le quantifier économiquement, sachant que c'est un don, hein, donc vous n'en avez pas fait en plus, non, bien sûr, évidemment, recette, mais vous avez pu mettre une valeur à tout ça ou pas du tout? Non, c'était pas l'objet. C'était pas le but du tout. Hein. Pas du tout le but. En fait, exactement, on n'était pas dans cette démarche-là. On était vraiment à répondre le plus rapidement possible à la demande qui était là. Et en fait, c'était plutôt notre élan de générosité et de solidarité, plutôt de se dire, et d'autant que la pénurie à l'époque fait que ça n'avait pas de prix, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça a une valeur en termes de sens humain et ça permet aussi peut-être en interne, au sein de votre entreprise, de donner du sens à votre action et à la poursuite de l'activité auprès de vos collaborateurs pendant cette crise. C'est sûr que ça a permis, je dirais, de donner du sens, puisque faut juste se remettre dans cette période où en fait, je dirais, au quotidien, les informations martelées. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, pour éviter la propagation du virus. Et de notre côté, on était plutôt en disant, mais venez pour ne pas ajouter à la crise sanitaire une crise économique. Donc voilà, donc ça a permis, je dirais, de se dire, d'avoir encore plus de volontaires, puisqu'à cette époque-là, on était sur la base du volontariat, hein, pour constituer nos équipes. Et donc, de ce fait-là, le sens était là. Parce qu'on était aussi très challengé à cette époque-là, en disant, mais est-ce que notre production fait partie des produits essentiels? Essentiels, oui, bien sûr. Aujourd'hui, avant de parler de la suite, juste aujourd'hui, l'activité de Novéal Mourinx, et on va poser la même question évidemment pour Vertex ensuite. Mais d'abord pour Novéal Mourinx, aujourd'hui, comment se porte l'activité et aujourd'hui, vous êtes dans quel cycle de production? Nous, on a une très très forte activité, hein, du fait des changements, je dirais, des actes d'achat, hein, puisqu'avec les confinements, toute la partie coloration à domicile a complètement explosé, boomé. Donc on fournit différentes usines, dont la principale est en Belgique, Libramont, qui est complètement dédiée à la production de kits de coloration. Et en fait, nous, on fournit des ingrédients pour cette coloration et on est en plein boom. Là, on a une production qui est très soutenue. Du côté de chez Vertex,
Vous en êtes où aujourd'hui? Comment est le cycle économique dans lequel vous inscrivez? Donc nous, on a continué à livrer, parce qu'on a livré en fait de l'éthanol pour les solutions hydrauliques dans toute la France, voire en Europe, quasiment jusqu'à la fin de l'été. Puis après, on a rebasculé sur notre marché traditionnel du bioéthanol pour les essences. Donc celui-là se porte bien, mais bon, au gré des annonces, des confinements, couvre-feu, déconfinements. Vous êtes toujours sur un marché qui peut être extrêmement fragilisé, évidemment, hein, par le quotidien. Parce que vous avez un impact immédiat entre les décisions qui sont prises et ce que vous vendez. Il n'y a pas de tampon, finalement. Il n'y a pas de tampon. Par exemple, sur le premier confinement, d'une semaine à l'autre, j'ai eu 75% des ventes de bioéthanol qui se sont arrêtées parce que plus personne ne circulait. Eh oui, bien sûr. Donc pour l'instant, ça va, mais on verra pour l'avenir. Le tout est de faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation pour pouvoir continuer. Alors cette belle histoire, ça permet aussi de mettre en lumière Lac+. Alors Lac+, dont Bruno Cabourg est membre et dont vous êtes, Pierre Moreau, le président. Tout à fait. Déjà, peut-être rappeler ce qu'est Lac+. Donc Lac+, c'est une association qui a 25 ans, qui regroupe donc, comme vous le disiez, entreprises donneurs d'ordre et entreprises intervenantes, prestataires. Combien d'adhérents à peu près? Une centaine à peu près, plus institutionnels, puisque la CCI, Chempark et la communauté de communes de la Cortèze est également membre de Lac+. Donc l'objectif de cette association, en fait, c'est que justement, c'est pouvoir discuter entre nous, non pas de business, mais plutôt des problématiques qu'on pourrait avoir en commun, et après mettre en place des actions collectives pour pouvoir aider nos adhérents à les résoudre. Justement, il y a différentes commissions. Il y a une des commissions qui intéresse le sujet du jour, qui est la dynamique collective. C'est la commission, le groupe de travail dédié à la démarche qualité de vie au travail et au pilotage de projets d'action collective. Oui. Qu'est-ce que c'est? Concrètement. Donc la qualité de vie au travail, c'est un élément très important dans nos activités. Comment faire en sorte que nos salariés éprouvent du bien-être au travail. Donc on a mis en place une action collective qui est une première en France pour des industriels. C'est-à-dire que 6 industriels en fait, se sont réunis et travaillent ensemble pour définir les enjeux de la qualité de vie au travail dans leurs entreprises, mettre en place des outils pour effectuer des améliorations, et ensuite, les bonnes pratiques qui en ressortiront seront partagées avec l'ensemble de la centaine d'adhérents de Lac+. Et puis dans cette logique des dynamiques collectives également, ce que vous pouvez enclencher lorsqu'il s'agit quelque part de faire la promotion également des activités, des emplois du bassin, parce que je crois que ça fait partie, la commission emploi évidemment a ça aussi en commun, mais on trouve bien cette préoccupation d'anticiper la façon dont on peut séduire, pas que individuellement, mais collectivement sur ce bassin. Tout à fait, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale, on va faire des interventions dans les collèges, lycées. On avait créé un guide des métiers qui reprenait l'ensemble des métiers présents sur le bassin de Lac, pour démontrer que la chimie, il y a des choses sympas, un peu fun à faire, et essayer de créer des vocations chez nos jeunes. Vous avez l'impression, Pierre Moreau, que c'est un vrai atout pour le bassin de Lac d'arriver à avoir, certes au sein de Lac+, en l'occurrence, mais plus généralement dans l'écosystème, un dialogue facile, simplifié entre les acteurs, les grands donneurs d'ordre, les patrons de TPE-PME, entre celles et ceux qui sont dans un domaine d'activité et les autres, que c'est un vrai atout pour ce bassin dans les années à venir? Oui, complètement, c'est même essentiel. C'est comme ça que l'on peut créer des dynamiques comme celles qu'on a pu le faire et trouver des synergies et pouvoir avancer, se redéfinir, se réinventer et donc continuer à avancer et à développer nos activités. Et Bruno, même question, évidemment, Bruno Cabourg. Oui, tout à fait. Je pense que cette crise sanitaire met également en avant notre capacité à trouver des solutions locales. Et le fait d'avoir à partager des problématiques similaires nous fait gagner du temps, puisque quand on ne travaille pas de façon isolée, on n'a pas à réinventer la roue. Donc c'est vraiment important d'avoir, je dirais, un écosystème très dynamique et de favoriser ce dynamisme de cet écosystème.
Vous n'avez pas réinventé la roue, mais vous avez su trouver la formule du gel hydroalcoolique ensemble au moment où il le fallait. Merci en tout cas d'avoir été présent parmi nous. Merci de nous avoir suivis. D'autres rendez-vous vous êtes proposés jusqu'au 26 janvier, vous le savez, tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 8h sur larépubliquedespyrénées.fr, sur la page Facebook également de la République des Pyrénées. Et puis, vous retrouvez dès le lendemain, d'ailleurs, les résumés de ces interviews dans les colonnes du journal pour la partie papier, mais également sur Internet dans le dossier complet que Bruno Robali réalise lorsqu'il a 3 minutes et qu'il n'est pas en studio ici le matin et qu'il retrouve son métier premier. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour un prochain rendez-vous à 8h.